Voilà, pourquoi on est un petit peu serré. On aura le temps après, après toutes les conférences aussi, ce temps-là d'échange, de respiration, on aura après. Puis avec le pot offert à la fin par l'association également pour prolonger les échanges. C'est effectivement ne manque pas. Je vais laisser donc la parole à Elisabeth à prendre le relais. Oui. Voilà. Donc, le temps que tout le monde s'installe, et je vais pouvoir commencer à vous présenter Anthony Brault, qui est psychologue clinicien, psychothérapeute et musicothérapeute. Maître de conférence au département d'études psychanalytiques, chercheur titulaire au Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société, Université Paris-Cité. Alors c'est l'appellation moderne, mais en fait c'est Paris 7, c'était ce qu'on appelait Paris 7 ou Paris Diderot pendant un temps. Et puis également membre du SILA, Collège international de l'adolescence, qui a été fondé par Annie Diderot. Hein, c'est ça, voilà, et donc vous avez pris la suite d'Annie Diderot, monsieur Martin, hein, la présidence à la présidence, voilà. Oui. Et c'est Florian Houssier qui maintenant est président du SILA. Voilà. Donc Anthony Brault a contribué au premier tome d'Humanité, qui est plutôt centré sur le devenir humain, sur l'évolution de l'enfant et de l'adolescent. Donc il a travaillé sur la mue vocale, qui était le sujet de sa thèse. En quoi est-ce que c'est un reflet du travail du génital à l'adolescence? Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence pour l'adolescent dans le psychisme? En quoi cette émergence de l'autre en soi, d'une autre voix, va modifier l'adolescent, et comment l'adolescent fait avec, et aussi avec les pathologies qui peuvent être associées à la nuit. Voilà, Anthony. Oui, c'est à moi alors. Merci Elisabeth, et puis merci à tous pour l'organisation, pour la présence. C'est toujours très agréable d'arriver dans des conditions aussi optimales, même si c'est un peu tôt, mais c'est pas très grave. Et puis, toujours du plaisir de se retrouver avec François Marty, évidemment, qui était mon directeur de thèse, notre directeur de thèse à tous aujourd'hui. Et j'en profite parce que voilà, on parlait ce matin de la question de la transmission, et comme il y a aussi des personnes de l'éducation nationale ici, c'est important de savoir, d'avoir en tête quand même que, on essayait de compter tout à l'heure mais on ne savait pas, qu'il y a un tiers environ des étudiants de François Marty, doctorants de François Marty, docteurs, sur 34 étudiants, donc il y a un tiers qui est devenu enseignant, en fait, maître de conférence et professeur d'université. Et que ça, c'est, je pense, la marque même de votre capacité à transmettre, mais capacité qui passe par le plaisir à transmettre. Et en s'identifiant à ce plaisir à transmettre, on peut nous-mêmes prendre du plaisir à ce métier-là. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Il y a un peu d'émotion au départ. Alors, oui, plaisir aussi à être psychologue, bien sûr, mais c'est différentes questions. Alors, alors c'est vrai que j'ai aussi cette particularité d'être musicothérapeute, même si en fait je ne suis plus tant que ça, parce que j'ai plus cette pratique-là, mais bon, en tout cas, ça fait partie de ma formation de départ qui m'a permis, en effet, de réfléchir à l'ensemble, en fait, de la dimension sonore du corps, en particulier à l'adolescence, donc ce que j'ai pu appeler le corps sonore, et la mue vocale, la voix, peut être considérée en effet comme un paradigme de ces transformations du corps sonore. Mais j'ai travaillé sur d'autres aspects que la voix, mais aujourd'hui je vais vous parler de ça. Alors, je vais vous parler de ça
D'un point de vue, là aussi, je fais référence à François Marty, qui dans son séminaire, donc je vais vous en parler d'un point de vue clinique, parce qu'il faut savoir, c'est un secret de Polichinelle, un secret quand même, dans le séminaire de François Marty, donc on se retrouvait en groupe, et puis on essayait de se débattre en tant que doctorant avec la méthodologie, de la recherche, les théories, etc. On avait toujours un papier comme ça, 10 pages à présenter, avec beaucoup de stress. Ça c'était au début, parce qu'après, bon, on a compris qu'il y avait du vin, c'était quand même plus sympa. Mais voilà, pas mal de stress quand même, en tout cas. Et puis François Marty nous disait toujours, au bout, il nous laissait quand même un peu, une petite 5-10 minutes, nous débatouiller avec tout ça, et puis il nous disait, bon, la clinique. Quand est-ce qu'on passe à la clinique? Donc il était très impatient de passer à la clinique. Et donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça, et donc d'impatient, pour parler de clinique. Mais bon, avant, il faut quand même qu'on ait des petites bases, voilà. Même si, effectivement, on retrouvera effectivement dans le livre des éléments plus théoriques sur la voix, que ce soit des éléments biologiques et psychiques. Voilà. Oui, c'est une invitation à l'acheter, il faut savoir mais sans complexe, c'est-à-dire qu'il faut savoir que nous, en tant qu'auteurs, on ne touche rien, enfin, il n'y a pas de royalties, à part le fait d'avoir reçu à la maison, ce qui est quand même assez sympa, les numéros. Voilà, mais sinon on ne touche rien, mais c'est aussi acheter, c'est une manière de sauvegarder la librairie, de sauvegarder les publications d'ouvrages qui sont aussi de moins en moins nombreux, surtout dans le domaine de la psychanalyse, et en particulier les ouvrages de langue française, et que ça c'est très important, donc acheter ça permet ça aussi. Donc voilà, c'est pas pour nous, mais c'est pour le monde scientifique français, francophone en particulier. Alors justement, en parlant de langue, la langue s'inscrit dans une voie, et donc voilà, je me lance donc dans ma conférence, en vous disant déjà qu'il y a un paradoxe inhérent à la voix, c'est que si la voix paraît être un signe indéfectible de notre identité, on a chacun une voix qui nous est propre, c'est aussi un signe indéfectible d'identité qui est le plus susceptible de nous trahir, de nous tromper, et qui nous reste en grande partie méconnu, puisque, un peu comme on ne voit jamais son dos, on n'entend jamais sa voix, ou la voix telle que l'autre l'entend. Donc il y a toujours une part de méconnaissable dans cette voix, dans la voix qu'on a, qui nous habite. Toujours une part d'ombre, une part de méconnaissable qui laisse suffisamment de place à l'inconscient pour que l'inconscient s'exprime par elle. Quand je dis ça, je démarque de la logique lacanienne, hein. C'est pas dans le langage que peut s'exprimer l'inconscient, même s'il s'exprime dans le langage évidemment, mais pas que, c'est aussi dans la voix, parce que la voix laisse justement un peu de place à cette part d'ombre, cette part de méconnaissable qui donc peut parfois nous confronter à un sentiment d'inquiétante étrangeté quand on entend sa voix dans un enregistrement par exemple, voilà, on n'a pas l'habitude. Enfin, même quand on a l'habitude, c'est toujours un peu délicat. Voilà, je crois que tout le monde a vécu de ça, c'est-à-dire en plus là, on peut parler même en termes de contenu affectif, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, bon, si tout va bien, aime sa voix, sauf quand il l'entend. C'est quand même assez drôle. Voilà. Bon, donc, mais cette méconnaissance-là de la voix, elle va se présentifier dans le réel, elle va vraiment s'actualiser, elle va vraiment prendre forme au moment de l'adolescence. Parce que c'est bien au moment de l'adolescence qu'il y a tout un tas de mécanismes biologiques que je ne vais pas décrire là, qui sont dans le voix, il y en a d'autres qui en parlent bien mieux que moi d'ailleurs, qui sont spécialisés là-dedans, et qui va conduire la voix de l'enfant pubère à donc muer, et l'enfant, on ne dit pas enfante, mais ça vaut pour la fille aussi, la mue. Donc, au moment de l'adolescence, la mue va trahir cette irruption pubertaire et donner à la voix son caractère sexué, hein, contrairement à l'enfant. Les enfants, même s'il y a quand même des voix de garçons, des voix de filles pendant l'enfance, mais disons quand même, on ne peut pas vraiment établir une différence des sexes liée à la voix au moment de l'enfance. Hein. Rappelez-vous de votre enfance, vous étiez un petit garçon, moi c'est la mienne en tout cas, pas celle de tout le monde, mais voilà, vous prenez le téléphone et que la personne au bout du fil vous a pris pour une fille, c'est un désastre narcissique évidemment, mais et encore plus quand on est un peu âgé et que justement la mue ne s'est pas tout à fait installée, alors même qu'on s'identifie bien comme un garçon. Bon voilà, et inversement parfois pour les filles qui ont une voix un peu plus grave que les autres et qui peuvent être prises aussi pour des garçons. Bon, donc,
Tout ça pour vous dire que s'il y a quand même quelque chose de particulier avec la voix, c'est que, bon, ça vaut pour tout le corps, je renvoie là par exemple à l'anorexie mentale qui est un paradigme de ça, c'est que si la biologie s'impose, le temps et les résistances du psychisme ne sont pas les mêmes pour traiter ces informations pubertaires nouvelles. Et parfois, dans certains cas, effectivement, alors même que tout est en place, biologiquement parlant, organiquement parlant, pour que la voix arrive dans le corps, la voix muée, et bien, finalement, l'adolescent n'en a que faire, et cette voix n'apparaît pas. Le paradigme de ça, c'est ce qu'on appelle les nus faussés. En particulier. Je ne vais pas non plus vous parler de ça aujourd'hui, c'est pour que vous ayez une représentation. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, quand on travaille sur ce champ-là, on se rend compte, et ça c'est François Marty qui s'en est rendu compte, bon, voilà, ça va le narcissiser un peu, mais c'est une réalité, parce que j'ai fait une revue de la littérature, donc c'est le premier à en parler. Félicitations. Mais qu'il y avait une exigence à l'adolescence d'un travail de la nue, pour que donc, les transformations de la voix soient psychiquement traitées. Et cette appropriation subjective de ce qu'on peut appeler la voix génitale, c'est comme ça que j'appelle, je vais vous expliquer pourquoi, mais cette appropriation subjective de la voix génitale, elle est indispensable dans le processus adolescent, et en particulier dans le processus de subjectivation de l'adolescence. Alors, voix génitale, pourquoi j'en parle comme ça? Parce que, bon, je pense que je viens le terme, mais parce que ça décrit, je trouve plutôt bien, la manière dont le sujet va acquérir sa voix au moment de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a une voix, la voix pubère, mais c'est pas parce que la voix est muée qu'elle est intégrée psychiquement. Et donc, voix génitale renvoie à cette idée que là, il y a quelque chose de la voix qui est intégré psychiquement, qui est génitalisé au fond, et donc avec une acceptation, une appropriation de cette génitalisation de sa voix et de l'ensemble du corps, évidemment. Ça va toujours avec, on ne peut pas juste décomposer la voix du corps, mais parfois, dans la recherche, on décompose un peu les choses pour se focaliser, pour faire un focus sur un élément précis qui nous permet, d'ailleurs, de généraliser ensuite voilà, sur les affections corporelles plus générales. Bon, voilà. Alors, ça, c'était l'introduction. Et puis, on va passer à la clinique. Vous voyez, j'ai respecté le timing du séminaire, 5 minutes de petite théorisation. Et donc, voilà. Donc, je vais décrire aujourd'hui comment l'écoute des variations de la voix, à la fois du patient et aussi de l'analyste, peut révéler les avancées et les embûches dans le travail psychanalytique, dans le travail thérapeutique, disons, avec un patient. Et donc là, c'est un patient de 13 ans, un tout jeune patient que j'ai nommé Sacha. Évidemment, c'est anonymisé, mais j'ai essayé de garder, même si c'est très anonymisé, des éléments significatifs. Voilà. Et puis, bon, j'ai décidé, alors voilà, parce que en réfléchissant à cette journée, bon, c'est vrai que j'avais dit que je parlerais de ça, de la voix, parce que c'était aussi lié effectivement à notre présence, à l'ouvrage Humanité, etc. Et puis bon, c'est vrai que dans mes sujets aussi plus actuels, je réfléchis pas mal aux questions pédagogiques, aux questions de vie des enfants à l'école, et en particulier des collégiens, dont on parle beaucoup en ce moment par rapport à la question du harcèlement scolaire. Mais bon, voilà, j'aurais bien aimé parler de ça d'ailleurs, mais bon, voilà, je me limite. Mais quand même, du coup, j'ai choisi un cas. J'y reviendrai. Oui, je reviendrai. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle invitation. Merci. J'ai choisi quand même un cas d'un jeune patient en situation de phobie scolaire. Et pour vous montrer aussi comment, parce que c'est pas forcément quelque chose de très courant, mais comment on peut travailler la phobie scolaire sans parler de la phobie scolaire. Et en parlant d'autre chose, et justement, ça... Voilà, sans se focaliser complètement là-dessus, comme les différents protocoles aujourd'hui de soins nous demandent d'être sans arrêt en lien avec... c'est important aussi, hein, je ne dis pas que c'est pas important, mais voilà, sans arrêt en lien avec l'école, de comment il faut travailler avec les écoles pour créer une réintégration, mais comment, en tant que canaliste, en tant que psychothérapeute, on peut aussi s'éloigner de ça pour venir travailler d'autres éléments du processus qui, en fait, empêchent l'adolescent d'aller à l'école, mais sans forcément faire... ce que parfois le rectorat demande, une forme de TCC pédagogique, quoi, confrontation à l'école. Voilà. Alors, Sacha donc, est pétri d'angoisse lorsque je le rencontre pour la première fois.
Assis à côté de ses deux parents qui me racontent leur inquiétude à voir leur fils dans l'impossibilité d'aller au collège depuis de nombreuses semaines, Sacha est particulièrement tendu. Il trémousse au moindre bruit, regarde partout, grimace et s'agite dès que ses parents prononcent le mot collège. Ses parents sont en détresse et ils ont tout entrepris pour aider leur fils à retourner en classe, mais rien n'y fait. Sacha reste à la maison chaque matin. Il angoisse jusqu'en vomir lorsque ses parents essayent de le forcer ou lorsque sa mère tente de le laisser pour partir travailler, ce qui la condamne à rester avec lui. Il ne peut rester seul une seconde, même la nuit, il dort entre ses parents. Bon. Ça, c'est de la clinique normale. Lui, il ne peut rien dire en ce début d'entretien, à part que tout l'angoisse trop. Le discours de ses parents, penser au collège, me rencontrer, le placement des fauteuils, la couleur des murs, du cabinet, les bruits du dehors, et j'en passe. Dans la voix des parents, je n'entends rien d'autre qu'une compassion pour la souffrance de leur fils qui m'est, je dois dire, très déplaisante, et point de colère face au déploiement de sa toute-puissance qui pourtant les contraint drastiquement. De mon côté, c'est l'inverse. Point de compassion, mais une grande colère qui sera exacerbée lorsqu'il fera sa scène d'angoisse, quand je demanderai aux parents de rejoindre la salle d'attente pour le voir un peu seul. L'allure de Sacha, et là ça va rejoindre ce que vous disiez ce matin sur la monstruosité, l'allure de Sacha ajoute à ma colère une pointe de dégoût. Ce n'est pas un beau garçon, la puberté le comble de disgrâce. Je sens que son corps l'encombre, il le meut avec difficulté. Son corps déraille tout autant que sa voix. Bon, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on a à les trouver beaux non plus. Voilà. Bon, mais lors de cette première rencontre, mais ils deviennent beaux. C'est ça qui fait des thérapeutes, je crois. Lors de cette première rencontre, je ne peux réfréner ni la colère ni le dégoût, et Sacha le sent bien, ne faisant qu'accroître mes sentiments, restant quasi mutique, craquant ses doigts et regardant sans cesse la porte, m'empressant de le faire rejoindre ses parents. Ce n'est que dans un second temps que je parviens à me décaler de mon aversion en la nommant. Ce n'est vraiment pas beau la puberté, lui dis-je. Sacha, qui depuis 2 séances ne pouvait rien dire de plus que j'angoisse, je ne sais pas trop pourquoi, enfin je ne sais pas pourquoi, s'éveille et le silence laisse place au flot ininterrompu de paroles, ce qui était assez surprenant. Il retient de la puberté les transformations de sa voix. Il dit être triste d'avoir perdu sa voix aiguë qu'il chérissait tant, avec laquelle il chantait beaucoup. Désormais, elle est horrible, sa voix. Il n'arrive plus à trouver la note juste et chante faux. Il a une voix grave, comme celle de son père, qu'il déteste autant que son père. Ce dernier, son père donc, lui parle beaucoup trop de la puberté et de ce qui va avec la sexualité. Toi aussi, mon fils, un jour tu auras une femme et des enfants, mais pour cela, il faut faire l'amour, et faire l'amour c'est dégoûtant. Et Sacha s'insurge en séance en disant « Je ne comprends pas comment ma mère a pu faire ça ». On peut entendre comment ma mère a pu faire ça avec mon père. Avec lui, ça aurait été mieux. Non, lui, Sacha, ne souhaite pas cela. Au contraire, redevenir un bébé, je le cite, serait l'idéal. D'ailleurs, avec sa voix d'enfant, ce sont les chatouilles de sa mère qui lui manquent terriblement. Maintenant, les poils me rendent beaucoup moins sensible aux chatouilles de maman. Terrible, quand même. Sacha est troublé par sa voix pubère. Le jaillissement pubertaire qui s'exprime fortement ici, par la voix de l'adolescent, assigne à la psyché de l'enfant pubère un caractère génital que la psyché ne s'attribue pas encore. La puberté signe la fin du temps de la toute-puissance infantile, dont la bisexualité, propre à la voix d'enfant, serait une figure. Si la voix génitale peut donner à l'adolescent l'impression d'être nanti et donc servir l'illusion de toute-puissance, adolescente, je suis assez grand maintenant, j'ai ce qu'il faut, je fais ce que je veux, en fait, cette voix le contraint à n'être que d'un seul sexe et à devoir faire un choix identificatoire. Ce choix est une double peine et a donc toutes ses raisons de faire retentir l'angoisse de castration. En effet, il s'agit de devoir renoncer non seulement à tout un champ des possibles en termes d'identification sexuelle, mais aussi à tous les possibles dans la relation avec l'objet. Ainsi, la voix génitale, et on l'entend bien chez Sacha, fait retentir ce que l'adolescent aurait bien gardé sous silence, l'innocence de l'enfance est à jamais perdue. Le rapprocher avec tout autre individu, à commencer par ses parents, ne pourra plus être que teinté de sexualité consciente. Si la latence a permis à l'enfant de se convaincre que du sexuel génital il était loin, et qu'à ce titre il avait le droit de jouir et de tout l'amour de ses parents, jusqu'au chatouille donc, le pubertaire brise ce contrat à jamais.
D'où les bénéfices d'un retour à la voix d'enfant qui permet, donc j'en parlais, la voix faussée, la nuit faussée, retour à la voix d'enfant qui permet d'entretenir l'illusion qu'innocent il est toujours et qu'ainsi, près de sa mère, il peut rester. Seulement, Sacha n'arrive pas à fausser sa voix aussi bien que deux patients de Sándor Ferenczi dans un article sur les anomalies psychogènes de la phonation qu'il a écrit en 1915. C'est assez admirable comme article, je vous invite, c'est très court, mais c'est vraiment assez incroyable ce qu'écrit Ferenczi. Et donc il décrit deux jeunes patients qu'il voit à la mufaussée, qui ont deux timbres. Alors il ne parle pas de mufaussée, mais il parle de ces deux timbres de voix, féminin-masculin, qui sont tous les deux présents quand il écoute ses patients, jeunes adultes. Ferenczi explique que ce trouble de la voix peut être lié, là en l'occurrence pour ses patients, à la fixation incestueuse inconsciente à leur mère. La voix grave, masculine, identifiée à celle du père, signe d'éveil de la virilité, écrit Ferenczi, est vécue comme témoin de la tendance incestueuse. Et de manière tout à fait inconsciente, autant pour la mère que pour l'adolescent, cette voix est donc réprimée parce qu'elle est insupportable. L'abus faussé peut ainsi être entendu comme l'expression d'un compromis entre les exigences du surmoi et le désir du ça à la réalisation édipienne. C'est-à-dire qu'en gardant sa voix d'enfant, l'adolescent se rapproche certes de l'objet maternel incestueux, mais en restant enfant, ça c'est important, tout en se maintenant de faire trop d'ombre au père. Alors, à son corps défendant, Sacha, lui, fait rugir sa voix muée, et ainsi prend le risque de rendre son père sans voix et d'en subir le châtiment. C'est d'ailleurs ce qui lui arrivait à l'école, expliquant selon lui son aversion de plus en plus forte à y retourner chaque matin. Bavardant, c'est un vrai problème, bavardant avec ses camarades, Sacha était toujours le premier à se faire prendre, et pendant d'ailleurs, le premier à se faire prendre, parce que malgré ses chuchotements, à un moment ou à un autre, sa voix le trahissait toujours et il se faisait punir. Vous voyez, bon, vous l'avez peut-être vu, en particulier chez les collégiens, comment ils arrivent, bon, chez les collégiens, mais aussi chez les étudiants à l'université, comment ils arrivent pas à chuchoter, en fait. Ça, c'est trop fort. Bon, et plus terrible encore que... Bon, à l'université, c'est un peu des collégiens. Et plus terrible encore que la punition du professeur, Sacha se rend compte de sa différence à travers l'écoute de la voix de ses pairs. Eux n'ont pas encore mué, c'est pour ça qu'ils arrivent à chuchoter et ne pas se faire choper, juge-t-il. Non encore pubère, ses camarades ne peuvent être des doubles qui pourraient le soutenir narcissiquement face au traumatisme pubertaire. Or, la passe pubertaire ne peut se réaliser sans, bien sûr, le concours de ce que François Marty appelle le soutien narcissique parental, le soutien parental, mais aussi celui du groupe de pairs, PIRS. À défaut de tout ça, il revient à l'analyste, au psychothérapeute, ce que vous voulez, il revient à l'analyste de jouer ce rôle, d'être ce que Philippe Pluton appelle l'objet parental de transfert, c'est-à-dire, c'est assez simple, c'est un grand terme pour quelque chose d'assez simple, celui pour lequel l'enfant pubère accepte de devenir adolescent. Alors, théoriquement concevable, en pratique, ce rôle est loin d'être évident à tenir. On l'a vu, c'est d'abord l'aversion qui me saisit dans la rencontre avec Sacha, éprouvant en mon sein la rudesse des transformations pubertaires qui l'envahissent. Et pourtant, c'est sans doute le fait de pouvoir nommer cette aversion qui permet de lui proposer une autre voie identificatoire dans notre relation. Là où lui, Sacha, s'enfermait dans un choix entre la voix aiguë de l'enfant innocent et la voix grave de l'homme qu'il n'est pas, je lui ai proposé de parler de la honte cachée derrière son silence. Plusieurs mois après le début de la thérapie, le grand-père de Sacha meurt. Il ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu et n'en avait jamais beaucoup entendu parler par son père. Malgré toute la distance que ce dernier a mise entre lui et son géniteur, en tant que fils unique, le père de Sacha, il se doit de s'occuper des obsèques. Le père part et retrouve la terre de ses ancêtres, la Russie. Pendant ce temps, Sacha tente d'élaborer le récit de ses origines. Il redécouvre en séance que son prénom est russe et qu'il est le diminutif de Alexandre, prénom de son grand-père décédé. Ouais, c'est ça les dimensions significatives. Évidemment, ce patient n'est absolument pas russe, mais j'essaie de garder une logique signifiante. Donc il redécouvre en séance que son prénom est russe et qu'il est le diminutif de Alexandre, prénom de son grand-père décédé. Sacha ne sait pas ce qui a été à l'origine du conflit entre les deux hommes, mais se dit que malgré tout, en lui choisissant un tel prénom, l'attachement et l'amour de son père envers son propre père n'ont jamais vraiment disparu. Sacha, qui jusqu'à présent ne pouvait parler de son père sans y adjoindre sa haine, se prend d'affection pour lui, s'inquiète de la tristesse qu'il doit éprouver. Vous voyez, l'adolescence fait tuer le père, mais pas que.
C'est ainsi qu'il commence à s'identifier à son père et à sa lignée masculine, parce que pour pouvoir le tuer, encore faut-il pouvoir s'identifier. Son père n'aura jamais été aussi présent psychiquement qu'à ce moment où il est absent du domicile. Il ne sera plus question pendant ces séances de sa mère, des chatouilles ou de sa voix d'enfant. Avec l'absence du père, Sacha retrouve le chemin de sa chambre et de son lit. Il devient fier d'être un homme russe, ces hommes de l'Est qui ne fléchissent pas malgré la rudesse de l'hiver. Et cette fierté s'entend à la manière dont il pose sa voix en séance, allant parfois jusqu'à exagérer la profondeur de ses basses. De la honte première à mouvoir son corps et de laisser résonner sa voix, Sacha, grâce à la conquête de son histoire, intègre la nouveauté génitale et laisse rugir sa voix, assurant ainsi sa place parmi les hommes de sa famille. Il en profite même pour se laisser aller dans la rivalité masculine avec moi. C'est trop bizarre comment tu parles. En fin de phrase, tu pars dans les aigus, tu as une voix de fille. Je riposte, parce que c'est pas vrai. Je riposte donc. Encore. C'est toi le vrai bonhomme alors, avec ta grosse voix grave. Sacha s'esclave. Oui, exactement. Bon, bien sûr, on ne parle pas que de la voix. Hein. Bon. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Pour que le sujet puisse poser sa voix, son auto-écoute est indispensable. Pour qu'il s'auto-écoute, il a besoin d'une résonance, d'un miroir sonore, ce que Sacha trouve chez l'analyste. Désormais, la voix génitale de Sacha peut jouer le rôle d'un double vocal lui réfléchissant la masculinité de sa voix qu'il fanfaronne. Ainsi, Sacha affirme-t-il sa différence sexuelle, renonçant à ce qui lui manque, tout en acceptant que ce manque puisse être complété. En toute fin d'une séance, il me dit furtivement, tout en enfilant sa veste, qu'il a une copine maintenant. Plus que de s'en rendre fier, Sacha a su se servir de son bel organe pour séduire une fille. Il m'apprend donc, ce bel organe c'est une expression pour la voix, il m'apprend donc à la séance suivante qu'il retourne petit à petit à l'école, au moins pour l'accompagner. Il revoit des amis et utilise ses symptômes, sa phobie scolaire, pour amuser la galerie et surtout fasciner ses camarades. Il devient celui qui a réussi à quitter l'école plusieurs mois sans être puni. Sacha n'est plus le petit enfant angoissé partout, mais l'adolescent rebelle, qui trouve alors sa place dans le rang des populaires du collège. S'il est nécessaire que l'adolescent s'ouvre à une auto-écoute de sa voix nouvelle, pour s'intégrer et transformer la blessure narcissique qu'elle impose, il a besoin pour cela de la présence d'un autre, de son écoute et de son désir. À la rapidité à laquelle apparaît sa petite amie, on peut faire l'hypothèse que l'investissement de cette dernière indique l'investissement du transfert en séance. Grâce à ces allers-retours possibles, Sacha peut faire l'expérience que sa voix génitale lui offre un moyen de toucher l'autre, d'être en lien avec lui, de lui faire de l'effet, et surtout, c'est ça le plus important, de désirer faire cet effet. On peut attribuer à la voix génitale une force d'attraction au sens de Pontalis. Force d'attraction parce que la voix charme, capte, polarise l'attention. Elle vise à plaire ou à séduire, de manière tout aussi consciente qu'inconsciente. Dans un double mouvement actif et passif, la voix tire à soi et attire. Or, la force d'attraction que revêt la voix génitale peut être aussi source d'angoisse. Et on a un exemple frappant chez Freud dans les études sur l'hystérie avec le cas de la cantatrice Rosalie ou Rosalia, dont la conversion choisit le larynx. Dans ce cas-là, donc, elle chante, son oncle adore quand elle chante, et donc il y a toute une scène de séduction où le regard de la tante va provoquer chez Rosalie l'émergence de sa culpabilité d'avoir bravé l'interdit de chanter. Elle lui avait dit « chante pas parce que ton oncle aime trop ta voix ». Donc, braver l'interdit de chanter, d'avoir fait entendre une voix bien trop attractive. Et ce qui n'était que soupçon devient réalité. Par sa voix, Rosalie attire et séduit. La voix génitale est alors cachée car trop érotique. Rosalie devient aphone, donc la conversion a choisi le larynx. Bon, Freud, moi je trouve, se trompe dans son interprétation, il a le droit, c'est-à-dire qu'il interprète le caractère de séduction consciente de ces patientes particulièrement hystériques, alors qu'au fond, cette patiente jeune, adolescente, le problème, c'est la manière dont sa voix est traitée par les adultes. C'est-à-dire comme étant une voix trop séductrice. Elle chante, elle a besoin de refouler la dimension justement érotique de sa voix. Mais la tante en l'interdisant, l'oncle en continuant à l'écouter, bon, on sait chez Freud que c'est le père et la mère après, bon, là on ne sait pas en l'occurrence, mais c'est souvent comme ça. Et voilà, ça crée justement, en fait ça vient créer l'inceste. Mais c'est pas la jeune fille qui le crée là, c'est bien les parents en fait. Bon, donc c'est là où il y a pour moi quelque chose de compliqué dans l'interprétation. Mais bon, on est dans les études sur l'hystérie, il a eu le temps ensuite de dire d'autres choses. Mais tout ça pour dire que pour ces adolescents, donc,
Parce que donc, Rosalie devient aphone, certains faussent leur voix avec des mues faussées, d'autres la cachent par le mutisme. Bon, dans ma thèse, peut-être dans cet écrit-là, je ne me souviens plus, mais j'élabore comme ça plusieurs traitements, jusqu'à même la voix hallucinée, traitement justement de refus de la voix génitale. Et donc, pour ces adolescents, le problème n'est pas tant la voix que l'objet qu'elle attire. Non pas un objet potentiellement adéquat, mais un objet incestueux. Or, à l'adolescence, la place de séducteur est destinée à l'objet potentiellement adéquat, ce que Sacha réalise. Mais si c'était aussi simple, ce serait trop facile, justement. Donc, du fait de l'épidémie de coronavirus, 2020, Sacha est confiné. Seul l'entretien téléphonique peut s'envisager tout au long de ce premier confinement, malgré l'expression de mes réticences quant à ce cadre pour lui. Oui, j'ai continué de recevoir des patients. La voix qu'il me laisse entendre, lorsqu'il ne répond pas lors de la première séance par téléphone, confirme mes craintes de ce que cet enfermement peut induire chez lui. Une ancienne voix qui m'explique qu'il n'est pas là pour le moment. Ce n'est pas sa voix, j'ai dû me tromper. Mais il me rappelle immédiatement après. « Pardon, j'ai pas eu le temps de décrocher. » « Je suis tombé sur ton répondeur, lui dis-je. Sacha adore son répondeur. Il lui rappelle son enfance, c'est pour cela qu'il ne souhaite pas enregistrer un autre message. Je lui parle de sa voix d'enfant, comme un rappel de nos toutes premières séances. Sacha ne s'en souvient plus, comme il a l'air de ne pas se souvenir du travail réalisé ces derniers mois. Et donc, comme si nous étions de retour aux toutes premières séances, il recommence. J'aimais vraiment ma voix d'avant. Tout au long de cette période, je constate avec frayeur la rapidité à laquelle il régresse. Lui me raconte la joie d'être avec ses parents, sans crainte qu'ils ne puissent s'échapper. Tous les trois sont à la maison, du matin au soir, et de nouveau la nuit, repliés pour ne pas risquer de rencontrer le danger qui se promène à l'extérieur de la maison. Tous les trois, pas vraiment. Son père travaille à la maison, certes, mais Sacha ne le voit que le soir. Sa mère, en revanche, ne travaille plus. Alors c'est avec elle qu'il passe tout son temps, et il ne s'ennuie jamais. Au départ, ce sont les tâches ménagères qu'ils partagent. Puis petit à petit, on en parlait ce matin, la mère glisse dans son monde. Ils se mettent à jouer ensemble aux jeux vidéo, à regarder des films et autres séries. Je n'ai jamais entendu Sacha aussi heureux, évidemment, aussi peu angoissé, il y a quand même le virus dehors. Au point qu'il se demande si nous ne devrions pas arrêter les séances par téléphone et reprendre après, bien sûr. Parce qu'évidemment, il y aura un après, même si nous ne savons pas vraiment encore. Un après où sa mère travaillerait de nouveau et où lui devrait se rendre à l'école. Là où, en tant qu'investi par lui comme soutien parental, soutien narcissique parental, nous semblions nous rejoindre quant à la nécessité pour Sacha de se séparer pour grandir et s'épanouir, je découvrais avec le confinement que les symptômes et la demande s'évanouissaient face au désir assouvi de la régression vers la voix enchanteresse ou maternelle. Il m'avait semblé que Sacha, en faisant l'expérience de sa voix génitale et de ses effets, en pouvant à la fois l'utiliser comme attracteur d'un objet adéquat et rival d'un objet parental de transfert, avait expérimenté tous les bénéfices à devenir grand. Or, le confinement nous a révélé à quel point il n'avait pas eu le temps de décrocher. Si j'ai eu l'espoir que l'attraction pour la voix génitale pouvait résister à l'attraction pour la voix maternelle, je suis arrivé ensuite au constat que ce qui n'avait pas été analysé dans notre travail était précisément l'attraction pour cette dernière. Ceci m'a alors amené à reposer ma position dans le transfert. En effet, ma voix aiguë, ma voix de fille, d'analyste, n'était-elle pas derrière celle d'un homme rival, celle d'un objet maternel, justement, qui permettrait à Sacha de s'entendre rugir. Il s'agirait ainsi, pour l'analyste, c'est une proposition technique, il s'agirait ainsi pour l'analyste non seulement d'incarner dans le transfert le soutien narcissique parental, mais aussi... On a dépassé le temps. Alors je vais conclure avec cette phrase. Bah non, bah si. Ouais, vous savez, moi, je l'ai bien analysé, mon adolescence, donc la frustration qui va avec. Il s'agit... Non mais je vais finir là-dessus, c'est pas mal. Il s'agit, pour l'analyste, non seulement d'incarner dans le transfert le soutien narcissique parental, mais aussi de permettre, ça devient touchy, de permettre la répétition d'une relation incestueuse avec l'objet maternel, pour mieux jouer sa transformation, permettant cette fois à Sacha de décrocher. Et voilà, je vous remercie. Donc,
merci beaucoup Anthony pour cette présentation qui est extrêmement vivante et où j'espère que chacun d'entre vous aura pu trouver ici ou là une petite bribe à méditer, à réfléchir. Et donc peut-être justement aimeriez-vous réagir sur tel ou tel point de cette présentation. Voilà. Alors. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport au mutisme, que l'on dit parfois sélectif. J'ai un jeune qui ne me parle plus depuis l'an dernier, il est en 3e cette année, il était en 4e l'année passée. Donc il a été orienté vers la maison d'adolescents, bien sûr, voilà, mais à part un soutien psychologique, un temps d'échange pour la famille et lui, à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour dénouer tout ça? Je vais vous dire quoi faire. Non, bon, déjà, bon, je pense... moi, je crois beaucoup en la psychiatrie de secteur. Et qu'est-ce qui a amené la psychiatrie? Je pense que c'est une révolution française, une exception française qui est absolument géniale. Qu'est-ce qui a amené la psychiatrie de secteur? Qu'en psychiatrie, on travaille en communauté, donc avec les écoles. C'est ça qui a amené, enfin, pour la pédopsychiatrie de secteur. Donc déjà, travailler avec l'institution de soins pour aussi comprendre ce que le mutisme veut dire. Parce qu'il y a plein d'hypothèses au mutisme. Là, moi, je peux vous donner une hypothèse par rapport à la conférence d'aujourd'hui, qui est effectivement le mutisme étant une forme pathologique de refus de la voie génitale. Bon. Maintenant, le mutisme, ça peut s'inscrire dans des compensations beaucoup plus aiguës, même si ça reste quand même une forme de refus, mais le refus, est-ce qu'il est traité sur un mode névrotique, psychotique, limite? Je sais, on n'aime pas trop la question de la structure à l'adolescence, mais il n'empêche que, sans parler de structure, il y a des traitements selon les organisations de la personnalité, sans parler de structure, il y a des structurations, il y a un traitement selon l'organisation de la personnalité. Et donc, là, ça va être complètement différent. Si on est sur un mutisme de type psychotique, c'est pas du tout la même chose qu'un mutisme névrotique. Donc, d'un point de vue thérapeutique, il va y avoir des dispositifs qui seront différents, une technique différente, mais d'un point de vue pédagogique aussi. Ça peut pas du tout être la même chose, quoi. Bon, après, moi, je sais pas par rapport à la pédagogie, mais ce que je peux vous dire pour avoir travaillé avec pas mal de collèges, et vraiment c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le travail, voilà, on parlait de l'adolescent, comment on disait ça à la Winnicott, l'adolescent seul n'existe pas sans ses parents. Oui, bon, laissons les parents de côté et parlons de l'école, parce qu'en fait, contrairement aux enfants, c'est-à-dire que, je suis désolé pour les parents, mais c'est l'école qui va faire justement tout le travail qui n'est pas possible de faire pour les parents, parce que c'est trop compliqué d'être un parent d'ado. C'est une réalité, c'est trop chaud, ça renvoie à trop de choses, etc. Et c'est l'école qui peut être un garde-fou. Et malheureusement aujourd'hui, pour des raisons politiques, mais pas que, pour des raisons d'évolution sociétale, pour des raisons aussi, bon, voilà, je fais partie d'un département qui s'appelle l'étude psychanalytique, moi je vous dis de quoi je parle, mais aussi pour des raisons quand même que plus on attaque la psychanalyse, moins elle est présente dans le corps social, et donc moins on commence à se poser des questions sur soi-même et sur les effets qu'on fait sur les autres. Je pense à ça par rapport aux enseignants. Je sais plus, ce matin, il y avait une question par rapport à ça, de comment traiter la violence, mais aussi en allant en analyse, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Enfin, je veux dire, après, ça dépend, évidemment, c'est la question de la répétition. C'est-à-dire que s'il y a un adolescent qui nous agresse en tant qu'enseignant, bon, c'est un adolescent qui nous agresse. S'il y a 30 adolescents qui nous agressent, bon, on peut commencer à se poser des questions. Et c'est pas grave, c'est pas une maladie, quoi. C'est pas grave, mais enfin, ça peut le devenir, si justement on se pose pas de questions, quoi. Et donc, là, c'est un peu pareil. Enfin, je vous réponds à votre question par rapport au mutisme. Je sais pas, il faudrait rencontrer cet enfant, etc. Mais disons que le mutisme vous dit quelque chose, en fait. C'est-à-dire que le mutisme parle et dit que ce qui est à l'intérieur, c'est tellement violent
que ça ne peut même pas sortir à l'extérieur. Ça, c'est pire encore, vous voyez, moi je suis beaucoup plus inquiet des adolescents qui agissent pas de ceux qui agissent. Moi j'aime bien les délinquants parce qu'au moins... mais parce qu'au moins ils disent quelque chose au dehors. Alors que dans les cas par exemple de mutisme comme ça, qui peuvent être très graves, dans les cas d'anorexie, ils agissent mais au dedans. Au dedans ou alors à la surface du corps mais qui reste un dedans. Et c'est là où c'est beaucoup plus inquiétant. Bon, et ben on peut quand même, comme un peu avec les délinquants, on peut quand même dire, ils sont en train de dire quelque chose et ils sont en train de vous parler de la violence. Donc ça serait encore plus violent que de leur dire, je vous dis ça, je dis pas que vous le faites, mais moi je sais que ça se fait, parle. Non mais oui, mais parce qu'à un moment ça renvoie aussi à beaucoup d'impuissance. Mais chez les thérapeutes aussi, enfin vraiment, un thérapeute d'ado, les ados ils ne parlent pas sans être dans des cas de mutisme pathologique, ils ne parlent pas, on a envie de leur dire, parle. Voilà. Alors, voilà, le nombre d'ados que j'ai reçus après, qui ont vu plusieurs psys, et les psys me disent bah oui, mais ils parlent pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut pas travailler avec des ados alors, parce que les ados ils parlent pas. Et c'est une réalité, Les ados ils parlent pas, donc il faut attendre. Et puis il faut raconter ce qui nous vient de nous à l'intérieur. Et peut-être que pédagogiquement on peut aussi faire ça. Je pense que notre métier, je voyais tout à l'heure, c'était affiché, gouverner un des 3 métiers impossibles. Donc c'est une formule de Freud. Les 2 autres métiers impossibles, c'est éduquer, analyser. Bon, gouverner, on le met de côté, parce que finalement, voilà. Mais éduquer, analyser, je crois que, surtout pour les enfants, on fait un peu le même travail, quoi. Et qu'il y a, même si c'est pas tout à fait le même, mais quand même, il y a des impondérables. Je crois que leur raconter ce qui peut se passer à l'intérieur de l'institution, ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, continuer à enseigner, sans forcément avoir cette injonction à qu'ils vous répondent. Voilà, il est mutique, allez pas lui dire d'aller au tableau dans toute la classe, quoi. Je vous dis ça peut paraître bête, mais ça arrive. Ça arrive, pour plein de raisons différentes. Ouais, mais c'est horrible pour cet enfant-là. Et pour plein d'autres enfants, d'ailleurs. D'aller au tableau, c'est horrible. Donc on peut forcer pour des raisons pédagogiques, évidemment, mais en même temps, parfois, il faut peut-être se garder de trop être là-dedans. Bon, mais c'est difficile de vous répondre. Moi, je pourrais que parler. Si vous me posiez la question du mutisme en psychiatrie, je pourrais parler un peu plus de ça. Mais bon, là, je ne vais pas vous dire comment faire. C'est pas mon métier. C'est compliqué, quoi. Un petit mot, parce que j'ai travaillé sur la phobie scolaire, j'en parlais tout à l'heure. Et en cherchant comment on a commencé à parler de phobie scolaire, comment ça a démarré cette histoire. Le premier cas que j'ai trouvé, c'est Alfred Binet. Il faut mettre le micro. Non, mais quand vous parlez dans le micro, voilà. Il faut apprendre à pas en avoir peur. Voilà. Le premier cas, c'était un cas de mutisme sélectif à l'école, précisément. Un collégien qui, quand il était à l'école, il faisait rien du tout, il ne parlait pas, et dès qu'il sortait, il s'animait et il se mettait à parler avec son petit frère. Donc en fait, c'est le tout début de la phobie, la première trace de phobie scolaire. Donc je trouve intéressant que vous releviez ça. Et c'est vrai que dans nos versions contemporaines de phobie scolaire, c'est ce que disait Anthony, ils utilisent leur voix, mais alors de manière tellement laconique et tellement pauvre et tellement plate que ça revient presque à du mutisme. Oui, il y a vraiment des liens très profonds entre les diverses interventions et autour évidemment de la pensée de M. Martine. Enfin, on voit bien qu'il y a une communauté de réflexion et d'inspiration. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui. Une autre. Alors. Bonjour, moi je suis psychomotricienne, peut-être un petit peu à côté de certains sujets, mais sur ce cas-là de Sacha, je me demandais, vous avez parlé aussi de la monstruosité en fait, de l'apparence et de transformation du corps, et je me posais la question si dans ce travail avec ce jeune, il y avait eu dans la partie où vous, au sein de votre accompagnement, un lien avec justement un travail sur le corps, vraiment la voix en tant qu'instrument du corps. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez observé des modifications dans l'investissement du corps? Par exemple, je pense aussi vous parliez de comment il pouvait s'identifier à son père, donc sa voix, à sa mère également, mais au niveau des apparences physiques, au niveau des caractéristiques physiques,
Est-ce que c'est des choses que vous avez vues un peu, voilà, je ne veux pas ressembler non plus physiquement, en termes de genre aussi, est-ce qu'il y a eu des aspects physiques qui ont été recherchés, parce que c'est des choses qu'on retrouve quand même assez souvent où, je ne suis pas claire en ce que je dis. En gros, voilà, est-ce que vous avez proposé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à côté qui a été proposé? Et est-ce qu'il y a eu des modifications à ce sujet au-delà de la voix? Alors je vais essayer de faire, parce que bon, le problème, c'est pas le nombre de questions qu'on pose, c'est le temps de mes réponses. Je vais essayer de faire pas trop long. Bon, moi j'ai assez longuement travaillé en équipe pluridisciplinaire, évidemment, bon là c'est pas le cas pour ce patient, mais c'est un peu autre chose. Donc me permettre de situer les choses, c'est-à-dire de la nécessité du travail pluridisciplinaire. Comme ça c'est dit. Et vous m'en voudrez pas pour la suite. Parce que là, non. Et parce que là, je pense pas que... Parce que, si vous voulez, quand je parlais des sortes de disharmonie, la monstruosité, etc., c'est aussi le regard qu'on porte sur l'adolescent et de comment il se présente à nous et comment nous, on peut le trouver. C'est pour ça que je disais en aparté comme ça, au fur et à mesure, on peut les trouver beaux. En fait, c'est pas tant la question de... qui renverrait... Alors, encore une fois, ça dépend, par exemple, dans le travail. Là, il n'y a pas d'affection psychomotrice. Vous voyez, il n'y a pas d'affection de ce type-là. Donc, quand il y en a, évidemment, c'est important. Mais parfois, on a l'impression qu'il y en a, mais il n'y en a pas, c'est l'adolescence qui est là. Et bon, alors après, voilà, c'est là où du pathologico-normal, on pourrait rentrer sur les considérations de normaliser un corps, qu'est-ce que c'est qu'un bon corps, etc. Voilà. Ça, c'est ce que, par exemple, l'OMS dit. Hein. Ouais, pour être en bonne santé, il faut être en bonne santé physique. Voilà, super. On est tous avec des affections physiques. Voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que la normalité là-dedans? Mais en tout cas, la question, c'est celle du transfert, en fait, et de la manière dont l'adolescent grandit avec le thérapeute et comment le thérapeute l'investit et comment l'adolescent investit le thérapeute et en décalage, parce que c'est pas justement s'il n'y a que le thérapeute qui a investi, c'est là où on va répéter de manière malsaine la dimension incestueuse, mais tous les transferts latéraux, et donc une petite amie, des copains, des machins, enfin ce que vous voulez, un prof, tous les transferts latéraux, et c'est ça en fait qui va aussi le rendre beau, j'ai envie de dire, enfin quelque chose comme ça, c'est-à-dire en fait moche ou beau, ça c'est des considérations, on s'en fiche un peu, mais la manière dont la personne investit son corps, c'est ça le charme au fond. C'est aussi la manière dont on investit son corps. Et effectivement, alors dans certains cas, il y a besoin effectivement de psychomotriciens, il y a besoin de ça pour réussir, parce qu'il y a des affections à ce niveau-là. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et un traitement qui est psychique et pas psychocorporel est suffisant, parce que c'est la manière dont on psychise les choses qui va aussi faire qu'on investit son corps d'une autre manière. L'intrapsychique n'est pas juste intrapsychique, ça va avoir des retentissements sur l'ensemble du corps. Et dans les cas des MUE, par exemple, il y a un grand, parce qu'on parlait de la question de la MUE, il y a un grand débat dans les MUE, par rapport au cas des MUE faussées, avec certains phoniatres, pas tous, certains phoniatres qui se refusent à adresser vers des psys, des jeunes, et qui préfèrent, c'est une réalité, hein, Pitbull en fait partie, enfin, bon, une des personnes, je dis lui parce qu'il écrit beaucoup, etc. Il a peut-être changé, je vous dirais, mais en tout cas moi j'ai vu de ces trucs, où il préfère proposer, en tout cas à l'âge adulte, des modifications chirurgicales pour ces patients, vraiment, hein, je ne déconne pas, que de dire, peut-être déjà aller voir un psy pour voir ce qui peut bouger. Il parle de cas de femmes qui ont des voix très graves, qui veulent remonter dans les aigus, ou l'inverse, qui ont des voix trop aiguës, qui veulent descendre dans les graves, qui ont des difficultés en termes de mue. Je ne parle plus pour le livre, je parle de la mue féminine dans le livre. Mais, et vous voyez qu'il y a des personnes voilà, qui sont dans l'intervention chirurgicale, alors que, bon, en plus, il y a des effets de classe, parce que tout le monde ne peut pas se payer une intervention chirurgicale de ce type-là. Mais voilà, enfin, déjà, voir un psy pour voir un peu les... Parce que l'intrapsychique a une influence sur le biologique, sur le corps. Donc on n'est pas obligé de passer par le corps pour avoir une influence sur le corps, c'est ça que je veux dire. Même si, bon, de toute façon, la psychomotricité, c'est la liaison entre les deux. Donc ça a mieux que moi, mais voilà. Ouais, bon, ça arrête. Bon. Ça va être pour ce premier temps, cette première matinée. Pas facile, hein, mettre du temps, c'est un peu espateur. Ah bah oui, Je vous propose de nous retrouver à 13h30
de façon que tout le monde rentre, ça prend du temps, de façon à ce qu'on démarre à 13h45 précise. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention.